A l'honneur d'accueillir les membres de la famille Lapédato. Comme le titre de la conférence l'indique, cet automne, on célèbre 140 ans depuis la naissance de ces deux frères, d'Alexandre et de Ion, qui ont joué un rôle éminent dans la Roumanie d'entre les deux guerres, notamment en relevant des défis et en apportant des réponses qui sont des réponses, je dirais, qui ont aidé la Roumanie de vraiment évoluer, de s'intégrer dans l'Europe, en défendant des vraies valeurs européennes. Et d'ailleurs, le fait que M. Andreas Wild, le gendre de la petite fille de Ion Lepédato, le mari de la... Je dis Andreas Wild, le mari de la petite fille de Ion Lepédato, je dis autre chose, pardon. Voilà, excusez-moi. Bon, d'accord. Donc, le mari de la petite, ce que j'ai pensé, de la petite fille de Ion Lepédato. Et là, Ion Lepédato, qui a été un des grands gouverneurs de la Banque nationale roumaine, et son frère, l'historien Alexandre Lepédato, qui était le président de l'Académie roumaine, et tous les deux ont eu une action, comme je viens de le dire, de très grande importance pour l'évolution de la Roumanie. Et la conférence que Andreas Wild va faire ne mettra pas l'accent, si j'ai bien compris, d'après ce qu'il a bien voulu me dire, sur l'histoire donc de la famille Lapédato, mais son accent sera mis justement sur l'œuvre de ces deux grands frères et de ce qu'ils ont su apporter pour l'évolution de la Roumanie. On le remercie beaucoup. Vous avez eu aussi le résumé de la conférence. Vous avez eu également la notice biographique de l'ingénieur Andreas Wild, qui a fait l'honneur lui aussi à la Roumanie, comme d'ailleurs sa femme. Tous les deux se sont affirmés brillamment dans leur profession. Andreas Wild, notamment, a été un grand directeur de laboratoire qui, pendant une trentaine d'années, a été le directeur de la recherche chez Microsoft dans différents pays, en commençant par l'Allemagne, passant par les États-Unis, Amérique latine, la France, etc. Et par la suite, il a pris récemment sa retraite d'un poste de directeur exécutif d'un organisme autonome de l'Union européenne. Donc voilà une carrière de grand technicien et également de grand manager et impliqué dans la réalité européenne. Encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes très heureux, très honorés et nous vous prions de prendre la parole. Merci. Merci. Merci beaucoup de cette merveilleuse introduction. Je vais commencer par une triple excuse. D'abord, je n'ai passé quelques années à Grenoble, il y a 7 ans, 8 ans. Puis j'ai passé le reste entre des ingénieurs. Et après quelques temps, j'ai passé à peu près 7 ans parmi les Belges. Alors j'imagine que mon français n'est pas toujours à la hauteur. Alors, je m'excuse en avant. Je m'excuse en avant. Deuxièmement, nous avons une présentation mixte. Je vais parler en français et les titres sont en français. Beaucoup des documents qui sont montrés sont quand même en langue roumaine. Je vais les traduire en parlant, mais je n'ai pas eu le temps, je pense peut-être même pas désirable dans tous les cas, de traduire les documents eux-mêmes qui sont inclus dans la présentation, qui sont enfin en roumain. Et je vais expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui se passe.
Et puis troisièmement, la présentation commence par une introduction plutôt sèche avec un peu de théorie. Alors je m'excuse de cela aussi. Puis on ira dans une medias res et on aura un peu plus de jus de vie et un peu plus d'intérêt. Alors voilà, on peut commencer. Je vais commencer d'abord par présenter le contexte. Ça sera la partie un peu plus théorique, mais il n'y a que deux pages. Les origines et le progrès des deux personnalités dont nous nous occupons. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant la Grande Union? La Grande Union étant bien sûr 1918, traité de Trianon, qui rapporte à la Roumanie grand nombre de provinces qui se trouvaient dans d'autres pays, en Autriche-Hongrie, etc., en Russie, peut-être en Ukraine, etc. Alors ça, c'est bien le moment le plus important où la Roumanie atteint son apogée géographiquement, puis même d'un point de vue développement. Qu'est-ce qu'ils ont fait après la Grande Union? Le travail pour édifier un État. Le problème était loin d'être équilibré, comme on va résulter de cette discussion. Puis ils se sont retrouvés et repris dans les tourbillons de l'histoire, avec le démarrage de la Seconde Guerre mondiale, la montée en puissance du fascisme, et finalement avec l'occupation de l'Est de l'Europe par les bolcheviks. C'était une épreuve assez évidente, comme quoi l'histoire ne suit pas son cours linéairement, toujours dans la même direction, etc. Et après ce tourbillon de l'histoire, la récupération de la mémoire qui commence à se passer dans ces journées, dans cette période, et pourquoi. Voilà le contexte. D'abord, on parle d'un État moderne. Moi, comme ingénieur, je me suis posé d'abord la question, est-ce qu'on comprend bien de quoi on parle? C'est quoi l'État? C'est quoi un État moderne? Alors, je parle ici d'une définition qui a été faite par un Allemand, qui est Max Weber, un sociologue assez connu, qui dit que l'État est une institution qui, sur un territoire donné, dispose du monopole de la violence physique légitime. L'État peut exercer la violence et elle doit être légitime. Cela signifie que les individus reconnaissent l'autorité de l'État en acceptant de lui lire, on va un peu à la poésie, le pouvoir donner, le pouvoir concéder, et puis cet individu reconnaît l'autorité de l'État en acceptant de lui obéir. L'autorité fondée soit sur la tradition, le charisme du dirigeant. Dans les sociétés modernes, rationalité mise en œuvre par la légalité, la bureaucratie. C'est la première fois que j'ai vu dans une définition de la modernité la bureaucratie. Il faut bien le dire, ce n'est pas les temps modernes qui ont inventé la bureaucratie. On a des gens de bureaucratie bien développée. Sur le plan juridique, le critère principal est celui d'exercer l'exercice de la souveraineté. On verra que dans tout ce qu'on va faire en la suite, c'est une idée très importante, une idée de force. Et puis voilà, les institutions étatiques, exercice des fonctions régaliennes, à l'intérieur, la législature, légiférer, à l'extérieur, bien sûr, relations internationales, etc. Alors, si on parle de ceci, est-ce que la Roumanie était un État en 1918? Oui et non. Parce que pas tous les éléments qui sont ici dans la définition de l'État existaient de fait sur tous les territoires où son autorité venait d'être établie. On va voir un peu certains aspects de cette chose et comment elles ont évolué aussi par l'action des deux personnalités. Et puis un État moderne. Qu'est-ce que c'est que le moderne? Là aussi, il y a des définitions assez compliquées. Les historiens pensent que, certains historiens, il faut bien le dire, pensent que ça a commencé avec la découverte de l'Amérique, parce qu'à ce moment-là, l'humanité a pris conscience de toute la planète. C'est là qu'on a vu qu'est-ce que c'est que la Terre. D'autres pensent que ce n'est pas tout à fait moderne à ce moment-là. D'autres pensent que la modernité commence, par exemple, avec les thèses de Luther. Parce qu'alors là, la suprématie de l'Église catholique a été mise en cause, on a ouvert le terrain pour des réflexions personnelles et ça. Je me demande si effectivement les Chinois ont la même perception sur la modernité, si cet événement-là les intéressait tellement et ça a changé leur vie, peut-être pas tout à fait. D'autres exemples, quand est-ce que c'est passé? On dit que c'est la chute de Constantinople, qui est le démarrage de la... Peu importe, ce qui était pour moi surprenant, c'est que l'époque moderne commence dans le 15e, 16e siècle.
Ça, c'est loin de ma conception intuitive de qu'est-ce que c'est que le moderne. Et voilà, les historiens ont bien sûr leur perspective sur leur science, et le voient comme ceci. Bien sûr que pour les philosophes, la modernité n'est pas une époque, mais la modernité est un esprit. C'est un esprit, un ensemble organique des principes qui agissent dans le temps, et alors on liste ici quelques importants. Libre examen, alors il faut faire de la place au libre examen pour s'exécuter. Individualisme, alors chaque personne peut s'épanouir, peut contribuer. Immanence, etc., etc. Qui emporte la civilisation, entre parenthèses, occidentale, parce que la plupart des définitions que j'ai lues sont extrêmement égocentriques. Nous parlons de notre propre contexte, de notre propre petit continent dans le monde. Et quand même, l'idée que ça remporte toute la civilisation n'est pas tout à fait fausse. Alors ça, je peux la retenir. Alors le critère, selon cette définition, pour savoir si quelque chose est moderne, n'est pas sa date d'apparition, mais plutôt sa conformité aux principes actifs de la modernité. Alors c'est l'idée de libre examen, individualisme, progrès, etc. Somme toute, nous utilisons de manière intuitive le mot moderne pour quelque chose de bien. Alors, ce qui est moderne, c'est mieux que ce qui était auparavant. Voilà, c'est une idée de progrès. Est-ce que la Roumanie, dans ce contexte, a fait une évolution moderne dans cette conception du terme? Je crois que oui. Je vais présenter deux personnes qui ont participé directement à l'évolution de l'État roumain, et je vous promets que c'est le dernier moment où on va faire des discussions d'ordre plus ou moins abstrait et théorique. Voilà, les deux frères étaient originaires, leur famille était originaire d'un petit village pas loin de Sibiu, qui est une ville dans le sud de la Transylvanie, et qui s'appelle Glumboaca. Voilà, ça c'est le nom du village. Tout à fait à gauche, c'est la personne, c'est le grand-grand-parent de mon épouse, arrière-grand-parent de mon épouse, qui a eu la chance primordiale d'être le premier Roumain, premier jeune Roumain, qui a bénéficié d'une bourse d'études établie par une association qu'on avait fait au sud des Carpates, dans le royaume roumain. Bien sûr qu'au nord, on était en Hongrie, en Autriche-Hongrie, pour être précis à ce moment-là. C'était au nord de la frontière. Et il a reçu une bourse de cette association qui s'appelait la Transylvanie, qui avait été fondée à Bucarest, pour aller faire des études supérieures et passer son doctorat en Occident. En effet, à Paris. Et si vous voyez, c'est peut-être pas assez grand, mais ça c'est une photo faite à Paris, quand ce jeune homme, étudiant dans lettres classiques, langue classique lettres, était en train d'essayer de passer son doctorat à Sorbonne. À droite, c'est son portrait qui se trouve dans un musée en Transylvanie. Il n'a pas réussi de passer son doctorat à cause de Bismarck. Les armées prussiennes ont entré en Paris, la Sorbonne a suspendu ses cours. Alors que faire? Les étudiants qui n'avaient pas l'infinité devant eux de terminer leurs études dans un temps donné, tant que la bourse tenait et tout ça, sont partis chez les Belges. Alors, il a passé effectivement son doctorat à l'Université libre de Bruxelles. Et il est revenu en Transylvanie, tout à fait enflammé, des idées patriotiques, la promotion de la langue roumaine, qui est une langue latine, il a fait des études classiques, alors c'était une étude de type patriotique, hein, pour expliquer et établir la latinité de la population roumaine. Et il revient, il est professeur à le grand lycée roumain de Brașov, le métropolite Chaguna avait fondé il y a peu de temps, il est parmi les premiers professeurs, et de plus avec un doctorat à l'étranger, un doctorat en Belgique. C'était une situation assez unique, assez spéciale, surtout pour la population roumaine à l'époque, qui était excluse dans la plupart des choses, les accès dans les villes, on ne pouvait pas bâtir des maisons dans les villes, les accès à certains aspects de la vie économique, ils ne pouvaient pas avoir des vaches et des brebis, avec seulement le droit d'élever des chèvres, et d'autres limitations de ce genre-là. Hein. C'était une population qui n'était pas tout à fait privilégiée. Alors voilà, d'où aussi cet effort et cette tendance d'affirmer
la nationalité, d'obtenir des droits égaux aux autres nationalités qui se trouvaient. Alors nous allons parler de la religion un peu plus loin. On dit que cet État, l'Autriche-Hongrie, peut-être que la Hongrie plus que les Autrichiens, ont eu les 7 péchés capitaux. Parce qu'ils ont dit qu'en Transylvanie, il n'y a que 3 nations, qui étaient les Hongrois, les Saxons, les Allemands, et les Séquels, qui étaient un tribut apparenté aux Hongrois. Et il n'y a que 4 religions, qui étaient la religion catholique, le calvinisme, le protestantisme de type luthérien, et puis les unitariens. Alors l'Église orthodoxe n'existait pas, la nationalité roumaine n'existait pas. C'est pour ça qu'on dit que c'était un péché, parce qu'une population qui avait quand même numériquement, finalement on est arrivé à représenter nous la majorité, et une religion qui était embrassée par la plupart de cette population n'était pas tout à fait intégrée dans le fabrique de l'État. C'est ça le contexte. Ben, on va essayer de faire mieux. Et c'est là que je pense, c'est la modernité de l'évolution qu'on a fait au moment où ces territoires se sont rattachés à la Roumanie. Ça, c'est le père, arrière-grand-père, qui était là, qui était, vous voyez, tout à fait un milieu rural. Et ça, c'est le grand-parent de Johanna, en visitant ses parents, sa famille, son arrière-famille, à Blimbaka. Lui, il n'était pas habillé tout à fait comme eux, parce qu'il avait fait une autre évolution dans sa vie, mais c'était ça le contexte, c'est de là que ça vient. Ça, c'est la maison natale. Alors, ce monsieur a marié une dame qui était toujours dans le sud de la Transylvanie, mais un peu plus à l'est, 70 km à l'est, à Brasov, à côté de Brasov, une commune qui avait 7 villages ensemble, et qui s'appelait Secele. Cernatul était un de ces 7 villages à Secele. Et elle descendait d'une famille plutôt bien positionnée, il s'appelait Circa. Les Autrichiens disaient C-I-R-C-A, et le prononçaient Circa. Un de ses parents était un grand éleveur de chevaux, il donnait des chevaux à la chevalerie impériale autrichienne, et apparemment il a même rencontré l'empereur qui lui adressait la parole avec mon cher Circa. C'était l'histoire de la famille. Ça, c'est la maison où ils sont nés. Hein. C'est une maison plutôt normale, une maison de village roumain. Ça, c'est la vue de la rue, et ça, c'est la vue du jardin. C'est les deux côtés de la même maison. Aujourd'hui, dans la maison, il y a un jardin d'enfants qui fonctionne. La maison existe. Les 2 jumeaux ont été nés en 1876, et leur père est mort 1 an et demi après leur naissance. D'une manière incroyable, ils habitaient avec la famille à Brasov, où il y avait le lycée où leur père était professeur, rue des Orphelins. C'était prémonitoire. À 1 an et demi, ils restent orphelins, et leur mère n'a aucun moyen de subsistance, parce que même leur père, qui n'a fonctionné comme professeur que cette année, il n'avait pas encore droit à une pension. On gagnait le droit après 10 années de service. Alors en 7 ans, elle n'avait plus rien à faire. Alors il y a une période de la vie qui est extrêmement difficile pour les 2 jumeaux, qui sont des enfants. Ils poussent avec leur grand-mère, avec leur famille de Blimbaka. Ils entrent à l'école, ils font l'école dans le village natal, puis quand ils grandissent, ils viennent à Brasov, alors à 15 km. Une fois par mois, il y avait un monsieur qui venait pour un marché qui se donnait tous les mois, pour leur apporter un grand pain, un peu de choses, de la farine, je ne sais pas quoi, pour subsister tout le mois qui suivait. C'est comme ça qu'ils habitaient ensemble avec d'autres enfants, avec dans des conditions de grande pauvreté, si vous voulez, de grande simplicité, mais avec la volonté, n'est-ce pas, de continuer à faire l'école. Ils ne sont pas indiscernables. Les 2 frères sont effectivement des jumeaux indiscernables. Et je fais ici une petite étude sur les photos qui ont été conservées, pour voir que pas seulement qu'ils avaient la même physionomie, et la même silhouette, et la même attitude, ils s'habillaient de la même chose. Et même, ils se coiffaient, ils portaient des détails vestimentaires de la même chose. Alors ici, vous les voyez, à 30 ans. Alors, ils ont tous les 2 des moustaches. Puis, un peu plus tard, 15 ans plus tard, tous les 2 ont des moustaches coupées droites. Ça, c'est l'un, ça, c'est l'autre. Et si vous voyez même la photo, vous pouvez voir les... Même, ils portent les mêmes lunettes. C'était effectivement, même pendant leur vie politique, on faisait la confusion tout le temps.
Et même aujourd'hui, les historiens appellent Alexandre le grand banquier, Ion le grand historien, etc. Même, je trouvais sur le site du ministère des Finances roumain, l'autre semaine, en disant qu'il y avait un grand nombre d'économistes très brillants qui ont été ministres des Finances, donc M. Alexandre de Lapédade, qui était bien sûr d'autres. Les seules images où ils se trouvent ensemble et qui sont en possession de la famille sont ces 3 photos. C'est la première fois que je montre les 3 photos où les 2 frères sont ensemble. Alors, à gauche, 1896 à Brasov, avec leur grand-mère. La dame au milieu, c'est leur grand-mère. Ils sont à gauche, à droite, ils sont habillés de la même manière. C'est vrai qu'avec le projecteur, la résolution n'est pas fameuse, la photo est meilleure. Mais vous voyez un peu l'attitude, la coupe des cheveux, la cravate, c'était la même chose. Ici, ils sont tous les deux 1931. On n'a pas encore identifié le balcon où ils se tenaient. Mais on a une autre photo et on essaye finalement de déchiffrer ceci. Ça, c'est 7 ans plus tard, dans une excursion. Ça, c'est une cabane, ça, c'est un refuge dans les montagnes méridionales, les Carpates méridionales, assez haut, hein, c'est assez bien. Et tous les deux sont là. Ça, c'est le grand-père de Johanna. Ça, c'est son frère jumeau. Et ça, c'est le père de Johanna. C'était le gendre de M. Ion Lapédade. Alexandre porte ses lunettes. Ion ne les a pas. Voilà. Il faut quand même faire une petite introduction biographique. Mais c'est la seule page que j'ai sur les fonctions qu'ils ont eues, qui sont nombreuses. La plupart des évocations qui ont eu lieu récemment ont insisté à expliquer ce qu'ils ont fait, tout ça. Ici, je ne fais que les lister une seule fois pour les avoir. C'est comme référence, je ne vais même pas